Bienvenue à ce petit tutoriel afin de vous présenter comment j'ai réglé mon appareil R5. Et si vous êtes l'un des chanceux qui vient d'avoir son R5 ou R6, le menu est essentiellement le même, donc ça pourrait vous aider aussi. Petit avertissement, j'utilise habituellement la langue anglaise dans mes appareils photo, donc pour la compréhension de tous, je l'ai changé en français, ce qui risque probablement de me déstabiliser un brin, mais on y va comme ça. Donc, premier choix de menu, l'appareil photo en rouge. Dans le tableau 1, vous allez avoir la qualité d'image. C'est là que vous allez choisir entre le RAW, les JPEG, le format HEIF et ainsi que le RAW, ce qu'on appelle le C-RAW. Dans les versions précédentes de C-RAW, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un banding, une compression qui était appliquée, mais je vous avouerai qu'à date, j'ai pas vu de différence. Donc, j'utilise C-RAW pour le moment. Ça crée des fichiers d'environ 25 MB versus environ 50 MB pour le RAW non compressé ou non simplifié, parce que je suis même pas sûr qu'il y a une compression techniquement dans ça. Donc, si RAW, ça fait l'affaire. En RAW, vous pouvez toujours l'utiliser. Évidemment, votre carte va se remplir plus vite. Donc, deuxième option, Dual Pixel RAW. Désactiver, activez-le même pas, ça vaut pas la peine. Je l'ai testé encore une fois. Chaque version d'appareil de Canon, il nous offre une nouvelle version de Dual Pixel, ce qui en théorie nous permettrait de refaire le focus après la prise de vue, mais ça vous donne environ 3 mm de jeu, là. Donc, si vous attrapez les cils d'un modèle plutôt que l'œil, plutôt que l'iris, ben ça change rien parce que vous serez pas capable de le récupérer. Donc, perte de temps, occupez-vous pas de ça. Prochain menu, recadrage, aspect. Généralement, on touchera pas trop à ça, sauf si vous voulez bénéficier du recadrage à même l'appareil photo pour avoir du 1.6 ou par exemple si vous vouliez avoir du 1.1, 4.3 ou 16.9. Le 1.6 pour les fans de Wezo, ça pourrait être intéressant. Mais encore là, je vais vous recommander de laisser ça à full et de recadrer votre image par la suite parce que peut-être que vous voudrez pas aller aussi de façon aussi agressive que 1.6. Donc, on passe au deuxième tableau. Toujours dans le petit appareil, numéro 2 en rouge. Correction d'exposition, ça c'est le bracketing d'exposition. Je me sers jamais de ça. Vous allez voir qu'il y a certains menus qui sont en gris occasionnellement. C'est que selon le mode de prise de vue, il y a des options qui sont non disponibles. Donc là, j'étais en mode rafale plus et les modes de bracketing sont pas disponibles. Mais c'est pas grave, je me sers jamais de ça. Le réglage de sensibilité ISO, ça va vous permettre de choisir le range, si on veut, l'écart que vous allez laisser l'appareil utiliser, par exemple en mode auto ISO. Ça serait cette option-ci. Vous pourriez décider d'aller à un minimum de 100 et dire je veux pas aller plus haut que 6400 ou peu importe. C'est là que vous allez régler ça. Par défaut, c'est à 100 et 12800. Ce qui va être impératif de changer, c'est le minimum du moins pour avoir l'option de 50 ISO. En haut ISO, je vous laisse choisir si vous décidez d'aller à 102 ou non. Moi, je le mets parce qu'on sait jamais quand on a besoin d'un petit extra. Donc ça, c'est possible. Vitesse d'obturation minimum, même chose. C'est la première fois que je vois ça dans un menu. C'est pour les modes automatiques, ça pourrait vous permettre de savoir ce que vous voulez comme minimum. Donc, je voudrais jamais aller en bas d'un 125e de seconde. Donc, ce serait une option qui pourrait être utile. Réglage HDR-PQ. C'est quoi ça? C'est ce qui va vous permettre de faire des fichiers HEIF qui est l'équivalent, si on veut, la nouvelle version d'un JPEG qui est en 10 bits au lieu d'être en 8 bits qui va vous donner une meilleure plage dynamique. Ce n'est pas du HDR, mais c'est une version avec une plus grande plage dynamique si on veut qu'un JPEG. Vous allez activer le mode HDR-PQ et à ce moment-là, vous allez avoir le choix entre la priorité aux hautes lumières ou au ton moyen. Et vous allez aussi à savoir de quelle façon la lecture va être faite, là. Mais essayez-le,
Mais dans la vraie vie, vous n'utiliserez probablement pas ce mode-là, à moins que vous étiez un fan de faire des photos uniquement en JPEG, parce que vous allez devoir de toute façon retraiter vos photos par la suite, parce que la plupart des gens, sauf certains appareils à Apple, ne reconnaissent pas les fichiers HEIF, je ne sais pas encore comment on va le baptiser en français, HEIF. Donc, fonctionnalité dans le 1DX et dans le R5, mais qui n'est pas disponible dans le R6, si ma mémoire est bonne. Troisième menu, balance des blancs. Ici, il y a une petite option. Évidemment, vous allez m'entendre dire que ça change pas grand-chose si vous shootez en RAW. Par contre, les balances des blancs, si vous laissez ça en balance automatique, il y a un avantage. Si l'appareil là comme il faut, ben vous pourriez sauver un petit peu de temps parce que ça va être importé à même votre fichier RAW dans Lightroom. Il y a une option pour la balance des blancs ici. Si vous voyez, si on appuie sur la touche Info, vous allez avoir deux balances des blancs automatiques. Il y en a une qui est la normale, ambiance, et la deuxième qui est la priorité aux blancs, qui donne des photographies plus neutres. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère, mais encore là, on peut toujours aller changer par la suite dans le fichier, à l'aide du fichier RAW. On continue, balance des blancs personnalisés, on ne parlera pas de ça, vous savez probablement déjà c'est quoi, l'écart, bon ça c'est toutes les histoires de couleurs. L'espace couleur sRVB ou Adobe RVB, c'est de la foutaise si vous shootez en RAW, parce que c'est même pas importé dans le fichier et ça va être votre exportation dans Lightroom qui va faire foi de l'espace colorimétrique. Donc, contrairement à ce que plusieurs prétendent dans des vidéos, ça change absolument rien de mettre ça en Adobe ou en sRVB parce que c'est à l'exportation du logiciel de traitement que le processus va être fait. Le style d'image, pour le moment, c'est pas supporté dans Lightroom. De toute façon, je laisse toujours ça standard. Il y a possibilité de le changer par la suite dans Lightroom. Ça, théoriquement, c'est importé dans Lightroom, mais pour le moment, c'est pas supporté. Clarté, je ne touche pas à ça, c'est nouveau et je vous annonce que ça s'applique uniquement au fichier JPEG, donc ça change rien. Correction d'aberration d'objectif, ça change absolument rien si vous shootez en RAW. C'est bien le fun, ça vous montre ce que vous utilisez, la correction de vignettage, la correction de distorsion, tout ça. Mais c'est une fonctionnalité que vous allez pouvoir faire directement dans Lightroom. Donc ça, je touche pas à ça. On continue, quatrième menu, réduction du bruit, longue exposition. Même chose, vous avez déjà vu deviné, ça s'applique pas au fichier RAW, donc je touche pas à ça, ça change rien. Réduction des bruits en ISO élevé, ça change rien en RAW. Effacement des poussières, même chose, ça change absolument rien en RAW, donc ça va être quelque chose qui va être utilisé si vous pourriez identifier un endroit où il y a une poussière pour traiter vos photos JPEG directement dans l'appareil. Cinquième menu, exposition multiple, même chose, je suis en mode rafale rapide, donc ça ici c'est désactivé, mais c'est là que vous allez faire des expositions multiples dans l'appareil de 2 à 9 photos si je me trompe pas. Le mode HDR, même chose directement dans l'appareil. Généralement, je vous dirais, faites-le pas dans l'appareil, mais quand même, vous pouvez conserver les photos d'origine, donc il n'y a pas de mal à le faire dans l'appareil. Ça vous donne déjà une bonne idée. Le bracketing, bon, map, premier bug pour mon petit cerveau qui pense beaucoup trop en anglais. MAP, c'est mise au point. Donc ça, c'est une nouveauté c'est apparu dans le EOS RP. C'est ce qui vous permet de faire un stacking. Vous pouvez faire le résultat, tout ça, directement dans le logiciel de Canon ou vous pourriez utiliser Photoshop pour le faire. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre différents points de focus pour créer, si on veut, une photo macro où la profondeur de champ va être plus grande. Le seul problème avec ça, encore une fois, c'est que pour avoir, particulièrement sur des petits objets, de faire le bracketing à l'aide du focus, c'est une erreur parce que même avec un prime, donc si vous avez un 50 mm ou un 100 mm macro par exemple, dès que vous allez changer
le focus, on se trouve à changer la focale. Donc là, il y a un paquet de problèmes de parallaxe. Là, je parle peut-être chinois pour certains, mais si vous faites de la macro, vous allez savoir exactement de quoi je parle. Il va y avoir un problème de parallaxe et ça devient très difficile, voire même impossible de recoller l'image. C'est une façon rapide de le faire, mais si vous êtes sérieux dans ce domaine-là, vous allez devoir utiliser une traque en bon français pour le faire comme il faut et déplacer votre appareil et non pas le point de focus. Menu numéro 6. Intervallomètre. Intéressant, pratique, nouveau chez Canon. Donc l'intervallomètre va vous permettre de faire une série de photos pour faire un time-lapse. Donc vous allez choisir le temps entre les photographies, donc dans ce cas-ci à chaque 10 secondes. Et au bout de 10 photos, l'appareil va s'arrêter. Vous pourriez faire ça pendant une très longue période de temps. N'oubliez pas que si vous voulez monter ça en vidéo, ça va vous prendre beaucoup de photos malgré tout. Le minuteur bulb aussi, minuteur bulb, ça c'est nouveau, c'est plutôt que d'avoir à garder le doigt sur le déclencheur ou d'utiliser une télécommande. Vous pouvez programmer, je crois que c'est jusqu'à 100 minutes, tiens, non, ça me permettra pas d'y aller, c'est pas grave, mais ça va vous permettre, je pense, d'aller jusqu'à 100 minutes au niveau de l'exposition bulb, donc vous pouvez programmer, par exemple, vous faites vos tests en haut ISO, vous voyez que ça vous prend une exposition de 15 minutes. Vous réduisez l'ISO, il faut multiplier le 15 minutes par 8, et là, à ce moment-là, vous entrez ça directement dans l'appareil, et ça fonctionne. Mode d'obturation, vous allez revenir pas mal souvent dans ce menu-là, gardez ça en tête. Par défaut, l'appareil est réglé au premier rideau électronique, donc le premier rideau est déjà en position ouverte. Et lorsqu'on prend la photo, clique, là, les rideaux tombent, se referment, donc ça fait une espèce de version hybride d'une prise de vue. Vous avez accès à la version mécanique, et ces deux modes-là vous permettent d'aller jusqu'à 12 images secondes, alors que la version électronique vous permet, théoriquement, bien sûr, si vous avez des batteries pleines, si vous avez une vitesse d'obturation rapide, vous permet d'aller jusqu'à 20 images secondes. Donc, intéressant. Évidemment, vous pouvez pas utiliser un Flash Studio et faire 20 images secondes, et il y a potentiellement des problèmes de rolling shutter, mais je vous avouerai que dans le cas du R5, contrairement au R6, c'est assez spectaculaire le résultat. Déclencheur d'obturation sans carte. Plusieurs prétendent qu'on devrait laisser ça à off. Personnellement, je le laisse à on. Ça vous permet de faire des déclenchements sans carte mémoire. Ça peut être une façon d'éviter qu'il y ait des déclenchements si vous n'avez pas de carte d'installer dans votre appareil. Mais sincèrement, de toute façon, s'il n'y a pas de carte, vous avez un warning qui apparaît dans le haut du viseur ou à l'écran derrière. Donc, faut presque faire exprès. Menu numéro 7, détection tactile. Faut activer ça si vous voulez utiliser l'écran arrière pour, entre autres, faire votre focus ou prendre des photos. Revue d'image. Ça, c'est lorsqu'on prend une photo, ça apparaît. Et là, d'ailleurs, Canon a amélioré beaucoup, parce que sur le R et le RP, c'était très problématique. Donc, on regarde dans le viseur et par défaut, l'appareil va nous présenter la photo derrière, comme un appareil traditionnel. Je vous recommande fortement de désactiver ça parce que vous avez plus besoin de regarder derrière pour voir si votre photographie est bonne. Vous êtes maintenant en mirrorless et vous allez le voir à la prise de vue. Donc, vous allez voir, avant de prendre la photo, si vous êtes surexposé, sous-exposé. Pourquoi le besoin d'aller voir la photo, ce qu'on appelle chimper? Faites pas ça, et je vais vous donner un petit secret par la suite. Vous mettez ça à désactiver. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez prendre des photos, il n'y a rien qui apparaît sur l'écran arrière. Dans le cas du R, ou si vous changez les modes plus loin dans les options, c'est que ça va vous présenter la dernière image dans le viseur, et là, à ce moment-là, ça devient impossible de faire un suivi sur quelque chose qui est en mouvement. Par exemple, lors d'un match de hockey, parce que là, vous suivez un joueur, vous arrêtez de prendre des photographies, et ce qui apparaît dans le viseur, et la dernière photo que vous avez prise. Heureusement, par défaut, c'est pas le cas, mais vous pourriez vous ramasser avec ce problème-là si vous changez certains des réglages plus loin. Revue dans le viseur, vous allez mettre ça à actif. Et là, la raison pourquoi vous allez mettre ça, vous allez voir ça dans quelques instants, c'est que si j'appuie, ben là, il n'y a pas de carte, mais je prends une série de photos et j'appuie sur le bouton play derrière, parce que là, il me présentera pas la photo. J'appuie sur le bouton play derrière, ça va être présenté sur l'écran arrière.
Mais en activant cette option-là, ce qui va se produire, c'est que vous pouvez garder l'œil dans le viseur et donc actif. Et là, à ce moment-là, quand vous allez appuyer sur Play, si votre œil est resté derrière le viseur, ce qui va se produire, c'est que vous allez voir votre photographie à l'écran, dans le viseur. Et ça, c'est génial parce que si vous êtes en plein soleil ou qu'il y a, je sais pas, un paquet de gens qui vous regardent, vous donnerez pas l'impression de chimper, vous donnerez pas l'impression de regarder vos photographies, mais vous pouvez le faire de façon toute secrète, toute discrète, et même vous avez accès à l'écran, au zoom, vous pouvez zoomer dans l'image et avoir un grand sourire derrière parce que vous êtes tellement heureux. Donc ça peut être très pratique. Laissez ça, le premier, donc désactiver pour pas voir les images automatiquement, mais activer revue dans le viseur pour pouvoir apercevoir vos images dans le viseur. Affichage haute vitesse, encore une fois désactivé pour le moment. Ça, ce n'est pas la version 60 ou 120 Hertz, là, whatever, pour la vitesse de rafraîchissement à l'écran. Ça, c'est l'espèce de conversion entre justement l'image que vous venez de photographier, ce qui est montré, retourner à l'image. Vous allez mettre ça à enabled, là, donc à actif. Mais dans certains cas, ça change rien. Par exemple, des photos très lentes, ça change rien. Laissez-le actif. Si vous êtes en mode silencieux, automatiquement, ça se fait de façon rapide. Mais là, de toute façon, on a désactivé la revue d'image, donc ça n'a pas beaucoup d'incidence. Délai de la mesure, 8 secondes, c'est par défaut, mais sincèrement, avec le viseur qui vous présente ce qui se produit dans l'image, la mesure spot ou la mesure ou la durée de la mesure, ça devient très secondaire. Simulation d'exposition, vous allez laisser ça actif. Et la beauté, Canon, contrairement au R, si vous utilisez des flash Canon, vous avez plus besoin de désactiver le tout en studio parce que l'appareil comprend ce qui se produit. Si vous utilisez des flashs externes de d'autres marques, je l'ai pas testé, mais ça pourrait causer des problèmes. Vous risquez de devoir revenir ici et désactiver la simulation d'exposition parce que vous risquez d'absolument rien voir en studio à F11 dans la pénombre. Affichage info point je comprends rien en français. Affichage info point de vue PDV, c'est les réglages à l'écran. Donc ce que vous allez voir à l'écran quand vous allez faire le bouton play et que vous allez appuyer sur info, vous allez passer du mode si on veut la photo, les détails, plus de détails, l'histogramme et une version là vous allez pouvoir choisir si, par exemple, je voulais pas avoir ce mode-là, ben, je pourrais carrément l'enlever ou vous voulez jamais avoir l'histogramme, vous pourriez faire ça ici. Réglage, bascule, info, viseur. Même chose, c'est ça, ok, ça c'est dans le viseur, l'autre c'était à l'écran, donc à l'écran arrière, vous avez plus d'options, alors que dans le viseur, vous avez ces trois options-là, donc vous pourriez dire, ben moi, je veux toujours avoir les options, donc vous pourriez désactiver ce mode-là et toujours avoir le choix entre les détails techniques et la version histogramme et niveau, ou l'inverse, ou ce qui vous plaît. Je ne vous juge pas, ça me dérange pas, ça change pas grand-chose. Le quadrillage, même chose, vous pourriez choisir, mais ça c'est un peu déstabilisant parce que dans votre viseur, vous allez avoir une grille soit 3x3, soit 6x4 ou 3x3 avec les diagonales. Le choix de l'histogramme, si vous voulez la luminosité ou les couleurs, donc vous auriez les 3 histogrammes versus 1 pour la luminosité. La taille d'affichage, vous avez 2 options, grande ou petite, pour l'histogramme. Je m'en soucie très peu, mais libre à vous de changer le tout. Afficher distance map, ça c'est l'affichage qui vous permet de voir votre qualité, si on veut, de focus en mode manuel, là, mais bon, est-ce qu'on veut avoir absolument ça à l'écran? Pas toujours, de toute façon, quand vous allez être en mode manuel, ça va apparaître. Mais est-ce qu'on veut l'avoir quand on regarde la photographie? Je ne crois pas. On continue, dernier écran. Format d'affichage viseur, donc on choisit de remplir le viseur comme ceci, ou on va avoir une image plus petite. Je laisse ça à 1. Les performances d'affichage, si vous voulez sauver des batteries, contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de...
pouvez pas prendre plus que 300 photos avec... voyons. Donc, avec une batterie, j'ai pris, avec une vieille batterie du 5D, j'ai pris 3300 photos au tout début. Donc, mode économique, vous pourriez choisir de réduire les performances, un peu comme un screensaver sur votre ordinateur. Mais ce que vous allez choisir, c'est mode éco ou mode fluide. Donc, pour les choses, pour que ça apparaisse de façon plus fluide, ça va vous coûter un petit peu plus cher de batterie, mais c'est là qu'on va avoir vraiment l'affichage à 120 Hz. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus plaisant à l'œil. Donc, ça, c'est génial, c'est très beau. Donc, laissez ça en mode fluide. Deuxième sous-groupe de menu, le groupe autofocus. Donc, première option sur la page 1, opération AF, c'est là que vous allez avoir le choix entre cerveau et one-shot, mais vous avez 1001 façons d'accéder à ces options-là. Donc, cerveau pour les objets en mouvement versus one-shot pour les objets immobiles. La méthode d'autofocus, même chose, vous allez pouvoir faire tous ces choix-là à partir d'un paquet d'autres réglages de boutons de raccourcis sur votre appareil, donc on ne s'étendra pas là-dessus. Sujet à détecter, ça vous allez revenir ici régulièrement. On m'avait dit que le mode pas de priorité était plus brillant que brillant et devinait ce qui était un animal et une personne. Mais je vous avouerai que ça coûte très cher de temps avant que l'appareil se branche à savoir si c'est un animal ou une personne. Et en plus de ça, si vous avez les deux dans la même photo, il n'y a aucune idée de ce que vous voulez prendre. Donc, prenez ce que vous avez de besoin. Malheureusement, il n'y a pas d'indication dans l'appareil qui vous dit dans quel mode vous êtes. Donc, rappelez-vous que si vous avez fait des pitous et des minous, de revenir changer ça la prochaine fois si vous retournez faire des gens en photographie. Détection de l'œil, mettez ça actif, c'est absolument hallucinant, mais on en parlera dans la review de l'appareil. L'autofocus continu, laissez ça désactiver parce que l'autofocus continue essentiellement aussitôt que votre appareil est actif. Il va essayer de trouver un sujet, ça va manger de la batterie pour absolument rien, donc on touche pas à ça, on met pas ça actif, on laisse ça désactivé. Paramètres touchés, DD+, je sais pas ce que ça veut dire, autofocus, c'est la partie qui nous permet de faire le focus à l'aide de l'écran tactile derrière, donc vous allez mettre ça actif, c'est très très pratique et bon, évidemment, il faut avoir d'assez bonnes mains, des mains d'une bonne dimension parce que vous risquez d'avoir de la misère à appuyer sur le déclencheur et quand même changer les points de focus derrière. Donc, mettez ça actif. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez le désactiver. La méthode de position, c'est absolu versus à relatif. Donc, les deux options, c'est que si vous appuyez dans le coin gauche directement, ça deviendrait exactement ce point-là versus relatif qui va vous permettre de, si on veut, de draguer comme si c'était une souris. Donc, on pourrait se déplacer dans l'écran en repoussant notre point de focus. Donc, c'est les deux options et vous avez les sections qui sont utilisées. Vous avez droite, gauche, le haut, le bas. Le haut droit, ça fait une petite zone. Peut-être si vous avez une plus petite main, ça pourrait être pratique. Le bas droit, le haut gauche, le bas gauche, j'ai de la misère à comprendre pourquoi quelqu'un se servirait de la partie de gauche. Quoique on pourrait se servir de son pouce sur la deuxième main, quoique la plupart du temps, mon pouce c'est sur l'objectif. Anyway, je vous laisse figurer ça et savoir ce que vous en voulez, mais c'est à quoi ça sert. Donc, on retourne ici. Deuxième groupe, paramètres de repères manuels, focus, donc en focus manuel, si vous voulez avoir les repères, activer, désactiver, c'est très pratique. C'est les espèces de contours qui vont apparaître sur votre image quand vous allez être en mode manuel pour faire très souvent de la macro, ou si vous avez des objets, si vous avez des objectifs manuels, ça vous permet de voir à quel endroit sur le sujet le focus est rendu. C'est très pratique. Le niveau, c'est élevé ou faible, donc on veut que ça soit présenté de façon plus agressive ou non. Et vous avez le choix de couleurs entre un rouge, un jaune et un bleu. Je suis habitué au rouge, je ne l'ai pas changé. Le guide de mise au point, ça c'est le système qui vient de la série cinéma de Canon. C'est les trois triangles qui se glissent, à savoir, bon,
Certaines personnes tripent, mais moi j'aime bien juste les paramètres de repère, là, donc les fameuses petites lignes de couleur rouge qui vont se placer. Mais avec l'autre système, ça pourrait vous aider. Le faisceau d'assistance autofocus, moi je ferme ça, c'est l'espèce de lumière orangée qui va apparaître avant l'utilisation du flash ou même sans flash pour vous aider à faire le focus, mais étant donné que généralement j'aime bien discret d'avoir un appareil qui fait une grosse lumière jaune-orange, je mets ça à off. Troisième volet, c'est les cas, les situations d'autofocus. Vous avez 3 cas par défaut, non 4 cas par défaut. Donc à savoir, est-ce que ça c'était une des choses qui me manquait beaucoup dans le R, c'est qu'il y avait des réglages. Évidemment, l'autofocus n'était pas aussi performant, mais à ce moment-là, vous allez avoir, si on veut, l'agressivité du suivi, jusqu'à quel point l'autofocus va mordre sur un sujet. Et vous avez aussi à savoir si l'objet ralentit ou accélère. Et de plus, vous allez aussi avoir le réglage à savoir si quelqu'un passe devant. Donc si, dans ce cas-ci, mise au point immédiate sur les sujets entrants. Donc, s'il y a quelqu'un qui entre dans le cadre, par exemple, il y a personne et là, soudainement, il y a une voiture ou un vélo qui embarque dans votre viseur, ben le focus va se faire dessus. Versus celui-ci, par exemple au tennis ou au soccer ou au hockey, moi généralement quand le focus a été acquis sur un sujet, je veux pas que parce qu'un arbitre passe devant que le point de focus change, donc cas numéro 2, mais il y a un paquet de façons de régler ça, vous pouvez les changer de façon manuelle et vous pouvez l'adapter à vos besoins, donc et faire des réglages avec ça, ça va bien. On continue. Item donc, page numéro 4. Map manuel avec objectif. Ça, c'est si vous avez un objectif, par exemple, les 300, les 400 et compagnie. Je crois que le nouveau 100, 500 va avoir ce bouton-là. C'est un bouton supplémentaire qui va vous permettre de choisir, par exemple, soit un point de focus en mémoire ou de faire le focus, mais plutôt que d'appuyer sur l'appareil, vous appuyez sur l'objectif. Ça, c'est ici que vous allez régler ça. Priorité déclencheur one shot, c'est à savoir si vous allez demander à l'appareil de faire la mise au point ou de prendre des photos. Et dans ce cas-ci, one shot ou peu importe, j'aime bien utiliser l'analogie suivante. Vous avez un objet qui se déplace. Est-ce que l'appareil doit passer du temps à se concentrer à faire la mise au point ou doit se concentrer à faire le déclenchement? Généralement, en one-shot, on veut que ce soit la mise au point parce que c'est un sujet qui est généralement immobile. S'il se déplace un peu, on aime mieux qu'il se prenne une fraction de seconde de plus pour que la photo soit nette. Alors qu'en cerveau, parfois, on pourrait dire, j'aime mieux avoir les 20 images secondes au détriment de la mise au point. Personnellement, des photos qui sont pas au focus, ça va aux poubelles. Donc, généralement, j'ai tendance à demander vraiment une priorité à la mise au point, même si ça ralentit un petit peu la cadence. Changement des suivis, des sujets suivis, activer, désactiver, activer lent, bon c'est ça. Donc s'il y a plusieurs personnages, vous allez voir apparaître des flèches à l'écran qui vont vous permettre de changer d'un à l'autre. Donc c'est à savoir, est-ce que je le désactive, est-ce que je le veux très facilement ou est-ce que je veux que ça prenne un certain temps avant que l'appareil me propose ou détecte plus qu'un personnage ou un sujet à l'écran. Pilote objet CAF impossible. Ah oui. Est-ce qu'on va prendre la photo si le focus est impossible? Donc, est-ce qu'on va forcer la prise d'une photo si le focus est impossible? Il est à on, donc s'il est pas capable de faire le focus, il prendra pas de photo. Si vous avez l'habitude de faire des photos floues et que c'est dans votre style, je peux vous donner un autre truc. Là. Moi, je le laisse à on par défaut, mais il y a un autre petit truc pour ça qu'on verra tout à l'heure. Limiter les méthodes d'autofocus, même chose, vous pourriez décider que vous, la zone verticale ou la horizontale, vous n'utilisez jamais, vous pourriez les enlever ici. Et à ce moment-là, dans vos options de choix d'autofocus, vous auriez moins de sélection possible.
Contrôle, sélection, méthode d'autofocus, c'est la touche MFN qui est à l'avant et on change avec la molette principale. Mais vous pouvez aussi changer à savoir qu'est-ce qui va contrôler. Collimateur, ouais, ça c'est ma seule déception, je vous avouerai, dans le 5D, mais encore là, l'autofocus est tellement pas dans le 5D, qu'il y avait dans le 5D, mais qui n'est pas dans la R5. Collimateur AF lié à l'orientation, donc dans un 5D, on pouvait avoir, par exemple, une zone à gauche en mode horizontal et tomber dans une section en haut plus petite ou une zone vraiment en haut en mode vertical, ce qui permettait par exemple au soccer ou au hockey de passer d'un plan horizontal avec une priorité de focus, une zone de focus à gauche pour suivre les joueurs, alors que lorsqu'ils se rapprochaient de moi, quand je place l'appareil en mode vertical à ce moment-là, on se ramasse avec le haut de l'écran où le focus va se faire. Dans le R5, tout comme dans le R, la seule chose qui va se rappeler, c'est l'endroit de ce point-là, mais vous pouvez pas utiliser deux méthodes. Exemple, un point très précis en mode vertical et une zone en mode horizontal, ça fonctionnera pas. C'est mon seul grand reproche au R5 et c'est vraiment pas grand-chose parce que c'est compensé par le reste des fonctionnalités, entre autres l'autofocus qui est complètement fou. Page numéro 5. AF cerveau initial pour la détection de visage, on laisse ça auto. On pourrait changer, mais sincèrement, vous pourriez dire, exemple, moi je veux choisir mon point de focus personnalisé au centre ou le déplacer, mais à ces moments-là, à ce moment-là, je vais changer de méthode de focus, mais à auto, à date, ça fonctionne très bien. Mais ça serait une façon de choisir votre... par exemple, si vous faites beaucoup de portraits, peut-être que ça pourrait être utile de changer par un point central, mais c'est juste hallucinant. Donc, la rotation de mise au point, je laisse ça par défaut, c'est des habitudes. Même chose pour les bagues. Donc, ça, ces choses-là, je change pas ça. Et on passe au prochain volet. Menu 3, donc l'option de playback en bleu, le bouton play en bleu. Donc ça, je vais passer très rapidement, protéger les images, effacer les images, faire pivoter, tout ça. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. L'ordre d'impression. Ça ici, ça peut être pratique, le traitement RAW, donc vous pourriez convertir une image RAW directement dans votre appareil, redimensionner, j'ai aucune idée pourquoi c'est là, recadrer, je ne fais jamais ça dans l'appareil. Conversion HEIF à JPEG, on va y arriver tout à l'heure si vous décidez d'utiliser ce mode-là. Vous pourriez venir ici là, dans l'option numéro 3 pour faire la conversion en JPEG. Faire jouer un diaporama, régler les critères de recherche, agrandissement. Ça ici, il y a des gens, si vous faites de la macro, il y a des gens qui font des oiseaux qui aiment bien avoir la taille réelle, par exemple. Tiens donc, je vais remettre ça là, moi. Je vais remettre ça là. La taille réelle, donc, c'est un 1 pour 1. Et généralement, c'est au centre, mais la taille réelle, ce qui est pratique, c'est que ça s'en va directement sur le point de focus. Donc, à ce moment-là, oui, c'est zoomé plus grand, mais par contre, c'est à l'endroit où on présume que le focus a été fait. Donc, si vous utilisez ce mode-là, ce que je n'avais pas encore changé sur mon appareil, c'est que si vous visez l'œil, quand vous allez appuyer sur le zoom, ça va vous montrer l'œil 1 pour 1, donc vous savez exactement si l'œil est au focus versus le milieu de la chemise du sujet. On continue. Saut d'image, ça c'est la molette au-dessus. Vous pouvez sauter par 10, par 100, par date, par image protégée, pas protégée, amusez-vous. Basculer, ça c'est en arrière, même chose. La fonction touche rate, ça, c'est très pratique. C'est le bouton qui est en haut à gauche derrière votre appareil. Pour ceux qui connaissent pas la fonction mémo, c'est une fonctionnalité qui est présente sur le 1D depuis très longtemps. Ça vous permet d'enregistrer des informations sur une image, entre autres, qui apparaît à l'image ou c'est quoi le moment. Vous allez garder le doigt sur
ce bouton-là et ça va se mettre à enregistrer de l'audio. Et ce qui est génial, c'est que ça porte le même numéro que la photographie sur laquelle vous êtes en train de regarder. Donc, génial. Qualité, bon, on pourrait couper dans les qualités, mais sincèrement, c'est un fichier WAV, ça change pas grand-chose, ça prend très peu de place. Regardez ça en meilleure qualité. Afficher les informations de lecture, même chose lorsque vous appuyez sur Play, tout ce qui peut être présenté à l'écran, blablabla, je vous laisse vous amuser. Alerte sur exposition, même chose, vous pourriez l'activer si vous avez peur d'être surex, un peu comme le Zebra en vidéo. Mais ça, à ce moment-là, c'est, contrairement au Zebra, ça c'est uniquement quand vous allez voir vos images par la suite. Afficher collimateur AF, ça au début, je l'ai laissé activer. Ce qui se produit avec ça, c'est que lorsque vous allez appuyer sur Play, ça va vous mettre l'endroit où le focus a été fait. Et ça peut être une belle façon de voir comment l'appareil travaille. Quadrillage de lecture, bon, celui-là, ça peut être intéressant de l'avoir pour la règle des tiers ou pour ne pas suivre la règle des tiers. Conversion lecture vidéo, est-ce qu'on veut la durée d'enregistrement ou le timecode? Si vous savez pas c'est quoi le timecode, c'est pas pour vous. La sortie HDMI désactivée, blablabla, on s'en occupe pas. Tout d'ailleurs, on parlera pas du prochain menu qui est toutes les options Wi-Fi, Bluetooth, tout ça. C'est assez simple, ça s'améliore d'une version à l'autre, mais essentiellement, vous faites connexion, vous choisissez votre appareil photo et ça se branche et là, vous importez ou téléchargez ou téléversez les photos dans votre téléphone. Le menu de la clé à molette. J'ai trouvé un beau terme pour pas dire le mot wrench. Donc, la clé à molette, menu jaune. Donc, c'est ici que vous allez gérer un paquet de petites préférences, si on veut, sur la façon que les fichiers vont être utilisés ou comment l'appareil va réagir. Donc, sélectionnez les fonctionnalités de carte. Dans ce cas-ci, vous pourriez choisir, par exemple, que votre carte CF Express n'enregistre que des vidéos, alors que votre carte SD n'enregistre que des photos. Vous pourriez aussi choisir que ça change de carte automatiquement ou vous faites des copies. Donc c'est à ce moment-là, là, si vous voulez enregistrer 2 copies en RAW ou une copie en JPEG sur un et sur l'autre, vous pouvez faire ça ici. Le nom des fichiers, les numéros de fichiers en continu, donc moi j'aime bien que ça continue parce que quand on recommence toujours à zéro, quand on réinitialise une carte, ça devient fatigant parce que là je me ramasse avec 3000 fichiers qui s'appellent 01. Nom de fichier, personnellement j'aime bien mettre DG et tiret, ce qui me permet, quand j'envoie mes photographies, automatiquement les gens savent que ça vient de Denis Germain. Évidemment, on met d'autres informations à même le fichier, mais au moins, même dans le nom de fichier, il y a ces informations-là qui apparaissent. Formater la carte, rotation automatique, moi je laisse ça par défaut. Il y a des gens qui détestent la rotation parce que quand ils sont en mode portrait, ils aiment bien avoir l'image à la grandeur de l'écran. Personnellement, ça me dérange pas, mais libre à vous. Ajuster les informations de rotation, ça c'est en vidéo, on s'en fout. Régler l'heure, ça pourrait être important. Surtout si vous avez plus d'un appareil. La langue, moi je vais remettre ça en anglais immédiatement à la fin de cette vidéo parce que je suis complètement perdu. Système vidéo pour NTSC ou PAL, donc si vous êtes en Amérique du Nord ou en Europe, c'est des systèmes vidéo différents, évidemment. Le texte d'aide, vous avez petit ou standard. Vous avez aussi, quelque part, qu'il y a une espèce de version où on peut toucher à l'écran et agrandir le texte. Je n'ai pas vraiment essayé. Il semble-t-il que ça fonctionne, mais... Et là, ici, c'est la première chose. On aurait dû commencer avec ça. Et on va prendre une pause. Et en démarrant votre appareil, avant même de régler la date, non, vous êtes obligé de le faire quand vous allez sortir votre magnifique nouvel appareil de la boîte, mais dès que vous avez mis la date de votre appareil, vous allez aller sous l'onglet Clé à molette en jaune, page numéro 2, signal sonore. Ça, c'est le fameux bip bip quand on fait le focus. Il y a la version active, il y a la version tactile et il y a la version désactivée. Le seul choix possible, c'est désactiver. Vous n'avez pas besoin que ça fasse bip bip à chaque fois que l'appareil fait l'acquisition du focus.
N'ayez crainte, ça fonctionne. C'est moins fatigant pour tous. On désactive le fameux bip bip. Volume du casque si vous faites de la vidéo. Mode écho, c'est essentiellement le screensaver, si on veut. L'écran arrière se désactive au bout de 30 secondes, ça s'arrête au bout d'1 minute et le viseur se désactive au bout d'1 minute. Et vous avez aussi les modes de veille, donc même chose, est-ce qu'on veut que le mode de veille, si on veut que l'appareil tombe en veille, même chose là, en sleep. Donc ça serait ici qu'on va régler ça un peu comme sur votre ordi. Afficheur, écran, viseur, c'est ce que je vous parlais au début. Donc c'est l'écran seulement qui va servir de review par défaut. Et ça ici, le mode 2, c'était la version du R et du RP qui était absolument épouvantable. Donc, ce qu'on a à l'écran versus ce qu'on a dans le viseur, c'est compliqué et généralement, on devait même programmer un bouton pour sauver du temps. Vous pourriez avoir tout dans le viseur ou tout à l'écran, mais le mode automatique 1 fait le travail, c'est magnifique. Luminosité de l'écran, luminosité du viseur, vous pouvez changer ça. Teinte et couleur de l'écran et du viseur, vous pouvez, si on veut, comme sur un bon vieux téléviseur, changer les teintes, si on veut, globales de votre viseur. Les réglages précis, même chose. Sincèrement, je me dis toujours que l'écran, c'est pas fiable et que le viseur, au niveau des couleurs, c'est pas fiable non plus. Donc, je me stresse pas trop avec les couleurs. On règle ça sur l'ordinateur avec un écran calibré. Agrandissement de l'interface du UI. Donc ça, c'est ce que je vous parlais, de vous tapoter 2 fois sur l'écran de menu avec 2 doigts pour affichage agrandi, un peu comme sur un téléphone pour zoomer. Je l'ai activé, mais je l'ai même pas essayé. Tapoter 2 fois, ben là, évidemment, je suis en mode vidéo, ça devra pas fonctionner. C'est pas grave. Numéro 4, résolution HDMI, on laisse ça automatique, à moins que vous ayez des besoins absolument spéciaux. La commande tactile, donc standard. Vous pouvez changer ça à sensible, mais là, si vous accrochez le nez, ça bouge. Le verrouillage multifonction, ça c'est le bouton de verrouillage, le lock. Vous allez pouvoir choisir ce qui va être inaccessible quand vous allez mettre l'appareil en lock. Fonctionnalité que je n'utilise absolument jamais. Je vous dirais que probablement la chose que je devrais faire, c'est de mettre ça à rien. Fait que même en mode lock, ce qui va se produire, c'est que ça va barrer absolument rien. Donc si je l'accroche, ça changera rien. Obturateur à l'arrêt, c'est est-ce que les rideaux vont être fermés? Très pratique pour vous sauver de la poussière. Dès que vous fermez l'appareil, les rideaux restent abaissés, vous changez d'objectif et moins de chances qu'il y ait de la poussière qui se retrouve sur votre capteur. Nettoyage de capteur, le petit brassage automatique. Lorsqu'on ferme l'appareil, vous pouvez faire des modes l'activer de façon immédiate ou pour le mode de nettoyage manuel quand vous allez nettoyer votre capteur ou quand quelqu'un va nettoyer votre capteur. Menu 5, réinitialiser l'appareil. Mode point de vue personnel, C1, C2, C3. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à utiliser avec le R. C'est en plus des priorités vitesse, priorité ouverture, vous avez des modes C1, C2, C3. Et ça, c'est très pratique. Entre autres, tantôt je parlais de priorité aux animaux ou priorité aux humains. Vous pourriez, par exemple, vous programmer votre appareil et vous le mettez en mode focus sur les gens et vous sauvegardez ça en C1. Donc, si vous préférez un mode manuel ou en priorité, peu importe, vous allez le programmer comme vous voulez. Vous allez venir ici, vous allez sauvegarder ça sous le mode C1. Donc, C1, ça deviendrait quand je prends des gens en studio, par exemple. Le mode C2, vous pourriez le programmer pour les animaux. Et le mode C3, je sais pas, moi, c'est pour des portraits extérieurs ou peu importe, ou pour du sport. Et donc là, à ce moment-là, plutôt que d'avoir à vous battre avec les menus, c'est où cette affaire-là, j'ai oublié où ça se trouve, ben vous avez déjà programmé ça, C1, C2, C3, c'est magnifique. Information batterie, c'est là que vous allez voir la qualité des batteries. Donc si vous avez des vieilles batteries, les
E6N, qui était pour entre autres le 5D, bien, vous allez voir que le nombre de déclenchements, la batterie est à 50% et la capacité de recharge, donc cette batterie-là est usée, entre guillemets, donc elle est rendue, si on veut, à 2/3, donc encore utilisable, mais elle est pas à son maximum de rendement, versus la E6NH, qui est une des nouvelles batteries pour le R5 et le R6. Celle-là a été utilisée dans la dernière série de photos pour 953 photos. Et la capacité de recharge est à fond, donc est ultime performance. Et là, vous pouvez régler vos batteries, mais ça, on ne passera pas des heures là-dessus. Les informations de copyright, toujours pratique. Moi, je prends le temps de le faire parce que c'est mon travail. Donc, copyright 2020, photographie sur le vif. Vous pourriez mettre Denis Germain. Ne mettez pas Denis Germain si c'est pas votre nom. Nom de l'auteur, nom du copyright et tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut aller régler ça ici. On retourne. URL, bon ça c'est si vous voulez aller voir le logiciel, le logo de certification et le micro-logiciel. Voyez-vous, déjà il y a eu une mise à jour du micro-logiciel qui a été faite, qui enlève certaines limites vidéo, mais là c'est pas encore... puis sincèrement, pensez pas que ça va être réglé. Là. Il va toujours avoir des problèmes. Le 8K, ça demande beaucoup d'énergie. Donc on continue ici. L'avant-dernier menu, c'est vraiment toutes les options de personnalisation. Donc, on va passer vite pour la majorité. Palier de réglage de l'exposition, si vous voulez ça en tiers de stop ou en demi-stop. J'ai toujours utilisé des tiers de stop. Même chose avec l'ISO, on pourrait avoir des valeurs entières, donc passer de 100 à 200 à 400 et de ne pas avoir les valeurs intermédiaires. Si c'est votre besoin, c'est là. Les mesures auto, l'atténuation, l'annulation du bracketing, les séquences de bracketing, dans quel ordre ça va se faire. Donc, par exemple, un HDR, on va commencer par l'exposition nominale, donc la première exposition que vous avez réglée. Par la suite, on va faire la sous-exposition et la surexposition. Vous pourriez changer l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ici que vous pourriez venir vers ça. Nombre de vues braquettées. On pourrait passer de 3 à 2 à 5 à 7. Donc, on pourrait faire des bracketing plus larges. Décalage de sécurité. J'ai aucune idée c'est quoi ça en français. Ça doit pas être important parce que j'ai aucune idée. Le deuxième... exposition, priorité, ouverture, bon, tout ça, là, sincèrement, je touche jamais à ça, parce que je suis toujours, ou si on veut, à 90% en mode manuel, mais c'est pour vous aider à faire des réglages pour les modes semi-automatiques, ou comme j'ai déjà entendu, semi-manuel. Si vous vouliez changer la direction, exemple, vous arrivez de Nikon et que ça tourne dans l'autre sens, vous pourriez faire ça ici. La même chose pour la bague de commande. Personnaliser les touches, je vais vous en faire une proposition. Vous pourriez régler l'appareil comme vous le voulez. Mais moi, il y a une chose que j'utilise, c'est le AF On, donc autofocus. L'acquisition du focus se fait à mi-chemin quand on appuie sur le déclencheur. Il y a des gens qui préfèrent utiliser le bouton autofocus pour faire le focus et le déclencheur ne sert qu'à prendre des photos. J'ai essayé ça pendant quelques temps. C'est pas quelque chose qui me plaît et sincèrement avec cet appareil-là, c'est tellement performant que je sens pas le besoin de le faire. Par contre, le autofocus off, ça c'est quelque chose que je vais utiliser. Donc, l'avantage, c'est que vous pourriez faire le focus sur une première voiture qui passe, donc appuyer sur AF, prendre le focus normal, prendre une photo, et un coup que le focus a été fait, vous appuyez sur AF, autofocus off, et là, ce que ça va permettre de faire, c'est que lorsque la prochaine voiture va se présenter dans le viseur, vous n'avez qu'à appuyer sur le déclencheur, et à ce moment-là, la photo va être prise automatiquement. Donc, tout simple, c'est ce que j'aime utiliser. Le petit étoile, je l'ai assigné pour changer du mode one shot à cerveau. Vous pourriez le garder, si on veut, en mode normal, là, qui est voyons, qui est ici, qui est en haut, qui est le premier choix par défaut.
parce qu'il y a un paquet d'options. Celui-là peut servir à plein d'affaires. Donc, le mémo d'exposition. Ici, en bas complètement, vous allez avoir l'option pour le joystick. Il est impératif, important de l'activer parce que par défaut, lorsque vous allez recevoir votre appareil, je ne sais pas pourquoi, mais il est inactif. Personnaliser les molettes. TV, ISO, vous pourriez changer l'ordre des différentes molettes si le besoin se faisait sentir. J'ai considéré pendant un instant, parce que j'ai pas encore deux R5, changer celui-ci pour l'ouverture et garder la molette derrière pour l'ISO, parce que sur le R, il n'y a pas la fameuse roulette derrière, et là, ça devient un peu confusant, comme j'aime dire. Ça crée un petit peu de confusion parce que derrière, c'est l'ouverture, alors que sur le R, c'est celle qui est au haut. Donc, je suis encore dans ce débat-là, mais j'ai l'impression qu'il va apparaître un autre R5 plus rapidement que ma décision va être prise. Effacer les réglages personnalisés. L'information de recadrage, on s'en fout. La compression audio, on s'en fout. Effacer par défaut, déclencher sans objet, blablabla, blablabla, on s'en fout. Et c'est pas mal le tour. Ouais, je pense que c'est tout ce qu'on avait à voir. Et le dernier menu qui est le fameux My Menu. Ce que je vais vous proposer, c'est d'ajouter, la plupart des gens ne l'utilisent pas, mais vous pouvez créer plusieurs menus qui vont contenir 5 ou 5 différents raccourcis. Donc, ce que j'ai fait sur cet appareil-ci, donc premier menu, personne à détecter, que je vais utiliser très souvent. Le mode d'obturation, premier rideau ou mode électronique. Ça, c'est le PDV anti-scintillement. C'est si vous avez des lumières au mercure qui scintillent ou des néons. Tout ça, ça peut vous aider à faire le focus et à éviter les espèces de banding. Là, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Les différents modes d'autofocus et formater la carte. Je vous avouerai que c'est probablement les options que j'utilise le plus souvent. Donc, moi, je laisse mon appareil en mode My Menu. Et pour 90% des réglages que je vais changer, je viens directement ici et je vais jamais ailleurs dans l'appareil. Je vais probablement m'en faire un nouveau avec les options du genre intervallomètre, HDR, exposition multiple. Mais encore là, c'est tellement rare que je vais les utiliser que j'ai comme l'impression que je vais me dire, ben finalement, ça sert à rien. Mais ça, c'est les options que j'utilise régulièrement, entre autres, là, maintenant avec le R, détection de personnes ou d'animaux. Donc, en ayant le menu, je peux faire ça rapidement. Je fais des animaux et je veux faire 20 images secondes, c'est réglé. Versus, je veux faire des gens en studio, mécanique, blablabla. Donc, ça va très bien, très rapidement. Donc, c'est la fin de ce long périple à travers les menus du Canon EOS R5 et le R6. Il y a quelques fonctionnalités qu'il n'y a pas dans le R6, mais la majorité sont là. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.